Il ne s'agit pas d'un titre de film de science-fiction. Les grands loups sont bel et bien de retour. Colossal Biosciences, une entreprise qui se consacre à la lutte contre l'extinction des espèces, a annoncé la naissance de 3 grands loups nommés Romulus, Remy et Casey. Il ne s'agit pas de simples chiots-loups, mais de loups redoutables génétiquement ressuscités, une espèce éteinte depuis environ 12 500 ans. C'est une nouvelle révolutionnaire pour les amateurs de faune et de flore et les défenseurs de l'environnement du monde entier. Pensez-y, une créature de l'ère glaciaire, célèbre dans les mythes et la culture populaire, ramenée à la vie dans le monde moderne. L'annonce de Colossal marque la première extinction réussie d'un animal au monde, un exploit autrefois confiné à la science-fiction. L'excitation est palpable. Pour beaucoup d'entre nous, les grands loups sont presque mythiques. Ils sont surtout connus par les jeux fantastiques et Game of Thrones. Aujourd'hui, nous avons de vrais bébés loups terribles qui jouent et hurlent dans un sanctuaire sécurisé. Romulus et Rehaïs, les 2 mâles âgés de 6 mois, pèsent déjà environ 80 livres et mesurent près d'1 mètre de long. À l'âge adulte, ils peuvent atteindre 1,80 m et peser 80 kg. Leur sœur Casey est une petite chienne de 2 mois au pelage blanc comme neige. Les petits s'ébattent comme n'importe quel jeune canidé, mais les observateurs remarquent leur méfiance et leur instinct sauvage. Ils s'éloignent des étrangers et hurlent ensemble à des sons semblables à ceux des sirènes, faisant écho à un hurlement de l'ère glaciaire qui n'a pas été entendu depuis des millénaires. C'est comme si un fantôme du Pléistocène était revenu à la vie et que le monde entier l'écoutait. Ramener un loup terrible n'était pas aussi simple que d'élever des loups. Il s'agissait d'une merveille génétique de haute technologie. Les chercheurs ont prélevé de l'ADN sur 2 grands loups fossilisés, une dent vieille de 13 000 ans et un os vieux de 72 000 ans. Ces précieux échantillons d'ADN, extraits de restes conservés dans le goudron et le pergélisol, contenaient le schéma génétique de l'espèce disparue depuis longtemps. L'équipe a séquencé et assemblé le génome des grands loups et l'a comparé à celui de canides vivants. Ils ont identifié une vingtaine de différences génétiques essentielles. À l'aide de l'édition de gènes CRISPR, les scientifiques ont réécrit ces gènes clés dans l'ADN d'un loup gris pour qu'ils correspondent à l'ADN du grand loup. Ils ont ainsi recréé le génome d'un grand loup dans une cellule vivante. Ils ont modifié l'ADN du loup existant pour imiter le génome du grand loup. Une fois qu'ils ont obtenu des cellules de loup portant les gènes du loup redoutable, ils ont utilisé des techniques de clonage pour transformer ces cellules en embryons viables. Des dizaines d'embryons ont été conçus et implantés dans des mères porteuses. Au lieu d'utiliser une louve grise, ce qui peut être risqué, ils ont utilisé des chiens domestiques de grande taille, comme mères porteuses, plus faciles à manipuler, et tout à fait capables de porter des petits loups. Cela a fonctionné. 3 grossesses ont été menées à bien. Romulus et Remis sont nés les premiers, par une mère porteuse chacun, et Casey est arrivé quelques mois plus tard par une 3e mère porteuse. L'ensemble de ce processus est historique. Ben Lam, PDG de Colossal, a comparé cet exploit à de la magie. Notre équipe a pris l'ADN d'une dent vieille de 13 000 ans et d'un crâne vieux de 72 000 ans et a créé des chiots loups terribles en bonne santé. En effet, voir ces chiots, c'est un peu comme si la science-fiction devenait réalité. Il est important de noter que cette extinction n'a pas ramené des monstres de Jurassic Park. Génétiquement, les petits sont à plus de 99,5% des loups gris, leurs plus proches parents vivants, avec des modifications cruciales qui leur confèrent des caractéristiques de grands loups. En d'autres termes, s'il ressemble à un grand loup, s'il agit comme un grand loup et s'il peut même avoir des petits grands loups, Colossal affirme qu'il s'agit d'un grand loup qui renaît. Maintenant que nous avons de vrais jeunes loups, prenons un peu de recul. Qu'est-ce qu'un loup sauvage et qu'est-ce qui le rend si spécial? Les loups sinistres, Enociondirus, ne sont pas des créatures fantastiques. Ils étaient des prédateurs bien réels de l'ère glaciaire qui vivaient aux côtés des mammouths et des chats à dents de sabre. Malgré son nom, le loup sinistre n'est pas un gros loup gris. Il s'agit d'une espèce distincte de chien sauvage qui a évolué en Amérique du Nord. Des recherches génétiques montrent que les loups redoutables se sont séparés des autres canidés il y a près de 5,7 millions d'années, ce qui fait d'eux des cousins éloignés des loups d'aujourd'hui. En quoi les grands loups différaient-ils des loups gris que nous connaissons? Tout d'abord, les grands loups étaient plus grands et plus corpulents.
Ils pesaient en moyenne entre 60 et 68 kg, soit environ 25% de plus qu'un grand loup gris. Ils avaient un crâne massif, des mâchoires plus puissantes et des dents plus larges, parfaites pour abattre le gros gibier. Des études sur les os montrent qu'ils étaient hypercarnivores. Au moins 70% de leur régime alimentaire était composé de viande, principalement de grands herbivores comme le cheval et le bison. Les loups sauvages ont été conçus pour jouer ce rôle. Les os de leurs membres suggèrent qu'ils étaient robustes plutôt que conçus pour un sprint extrême, ce qui implique qu'ils s'appuyaient probablement sur la force et la coordination de la meute pour s'attaquer à leur proie. Les grands loups ont prospéré pendant la période glaciaire, mais il y a environ 10 à 13 000 ans, ils ont disparu. Les principales théories expliquant leur disparition sont le changement climatique à la fin de la période glaciaire, qui a modifié les habitats et réduit les proies, et la concurrence d'autres prédateurs comme les loups gris, plus petits mais plus adaptables, et l'homme. Contrairement aux loups gris, les loups terribles ne se sont apparemment pas croisés avec d'autres canidés comme les coyotes ou les loups. Ils étaient véritablement les derniers de leur lignée. Lorsque le dernier grand loup est mort, cette lignée génétique unique a été perdue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, avec Romulus, Remy et Kézy en vie, nous avons un aperçu de cet ancien animal en chair et en os. Ce qui nous amène à la grande question controversée. Ces grands loups pourront-ils un jour revivre à l'état sauvage? Et devraient-ils le faire? Ramener une espèce disparue est une chose. La relâcher dans la nature est un tout autre défi. À l'heure actuelle, les 3 grands loups de Colossal mènent une vie choyée dans une réserve protégée de 2000 acres. Ils disposent d'un vaste terrain à explorer, mais celui-ci est clôturé et étroitement surveillé pour des raisons de sécurité. Ces chiots fondateurs ont été élevés à la main et resteront probablement sous la responsabilité de l'homme toute leur vie. Cependant, le fait d'être élevés à la main signifie aussi qu'ils n'apprendront jamais à chasser avec leurs parents. Romulus, Remy et Kézy ne courront donc pas en liberté à Yellowstone de sitôt. Mais qu'en est-il de leur progéniture? Ou d'une grande population de loups sinistres à l'avenir? Pourraient-ils être réintroduits dans des paysages sauvages? En théorie, un grand loup peut vivre partout où un loup gris peut vivre. Ils sont proches sur le plan biologique, et les grands loups ont autrefois parcouru toute l'Amérique du Nord et du Sud. Ils préfèrent les forêts ouvertes, les plaines et la toundra où vivent de grandes proies. Voyez grand, des endroits comme les Grandes Plaines, les montagnes rocheuses ou les étendues sauvages du Canada pourraient être des candidats. Certains passionnés imaginent même un scénario de parc du Pléistocène, similaire au projet de réintroduction en Sibérie, où des animaux de l'ère glaciaire ressuscités, tels que des mammouths et des loups redoutables, pourraient coexister dans une réserve contrôlée. De manière plus réaliste, Colossal a laissé entendre qu'il travaillerait avec des groupes autochtones pour relâcher des loups sinistres dans de vastes réserves écologiques. Par exemple, des terres tribales ou des réserves isolées dans des endroits comme le nord des États-Unis ou l'Alaska pourraient offrir de vastes territoires sécurisés. Leur fourrure épaisse et leur taille suggèrent qu'ils se sont adaptés au froid. Pourtant, en tant que carnivores adaptables, ils pourraient s'accommoder de différents climats, à l'instar des loups ou des chiens d'aujourd'hui. Si nécessaire, les gestionnaires de la faune sauvage pourraient les installer dans des régions plus fraîches et voir comment ils s'en sortent. La clé est de trouver des zones avec suffisamment d'espace et de proies, et où l'introduction d'un grand prédateur n'entraînerait pas de conflit avec l'homme ou ne mettrait pas en péril les espèces existantes. La réintroduction des grands loups n'est pas seulement une question de spectacle. Elle s'accompagne de l'idée qu'ils pourraient aider les écosystèmes. Les grands loups sont des prédateurs du sommet de la chaîne alimentaire. Ils se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire et peuvent influencer l'environnement par le biais de ce que les scientifiques appellent les cascades trophiques. C'est ce que nous avons constaté avec les loups gris de Yellowstone. Un grand loup, encore plus grand, s'attaquerait probablement aux cerfs, aux élans et aux cochons sauvages, ou même aux chevaux sauvages dans l'environnement actuel, ce qui pourrait contribuer à la gestion de ces populations. Il pourrait également concurrencer ou repousser les coyotes envahissant dans certaines régions, ce qui pourrait être bénéfique à la petite faune. Dans un environnement équilibré, les grands loups pourraient rétablir un équilibre naturel, comme l'ont fait leurs ancêtres, en éliminant la mégafaune faible et malade.
Cependant, nous devons envisager le revers de la médaille. Que se passe-t-il si les grands loups perturbent les écosystèmes existants? Les écosystèmes modernes ont changé depuis le départ des grands loups. D'autres prédateurs ont pris le relais, y compris l'homme. Les loups gris occupent désormais certaines de leurs anciennes niches. Il est intéressant de noter que les aires de répartition du loup gris et du loup noir ne se chevauchent pas beaucoup historiquement. Les deux espèces peuvent s'éviter ou se concurrencer en fonction de la disponibilité de la nourriture. Si les grands loups étaient introduits, les défenseurs de l'environnement pourraient choisir des zones où les loups gris sont absents ou rares. Par exemple, certaines parties des grandes plaines ou des forêts de la côte est où les loups ont disparu, mais où les cerfs sont en surpopulation. De plus, contrairement au Pléistocène, nous n'avons plus de mammouths, de paresseux ou de chameaux comme proie. Les loups redoutables doivent parfois se contenter d'un gibier plus petit, ce qui peut avoir une incidence sur leur mode de chasse. Ils pourraient s'attaquer au bétail si les proies sauvages sont insuffisantes, ce qui constitue un problème majeur dans les conflits entre l'homme et le loup. Tout programme de lâcher devra veiller à ce que ces loups restent dans des zones protégées et disposent de nombreuses proies naturelles afin d'éviter les conflits avec les éleveurs ou les zones suburbaines. Les réintroductions modernes de loups nous ont appris que le soutien du public est crucial. Malgré leurs avantages écologiques, les loups peuvent susciter la peur et l'opposition. Un prédateur génétiquement ressuscité pourrait faire l'objet d'un examen encore plus minutieux de la part du public. D'un autre côté, la nouveauté et la célébrité des grands loups pourraient susciter la fascination du public et le financement de leur maintien dans des réserves, comme s'il s'agissait de merveilles naturelles vivantes. Pour la première fois, l'homme a annulé l'extinction d'un grand animal. Le deuxième acte du grand loup ne fait que commencer, et il soulève de profondes questions sur notre relation avec la nature. Reverrons-nous des meutes de grands loups chassant librement dans les prairies sauvages? Ou resteront-ils les ambassadeurs soigneusement gardés d'une époque révolue, vivant leur vie dans des sanctuaires spacieux? La réponse dépend de la science, du temps et de la volonté de la société d'adopter cette forme audacieuse de conservation. Qu'en pensez-vous? Faut-il réintroduire les grands loups dans la nature ou est-ce un pas de trop? Aimeriez-vous entendre à nouveau leurs hurlements résonner dans la nature? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.